Bonjour, ici François Tadei des Productions 640 KB. Bienvenue à cette autre émission de Micro.info. Cette semaine, pour l'édition du 14 avril 2003, il sera question au cours du segment technique de logiciels pour enfants, du logiciel de présentation PowerPoint, d'outils de création DVD, d'imprimantes multifonctions. Mais on va commencer sans plus tarder en vous présentant un deuxième reportage que nous avons tourné au Midi Conférence du crime sur la sécurité informatique avec Adonis Sawan qui va nous entretenir de ce que sont capables les hackers. Adonis Sawan, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Micro-Info. Merci. On va parler ensemble des différents types d'attaques qu'on voit sur Internet. Bien sûr, on entend parler constamment de ces attaques-là. Est-ce qu'il y en a tant que ça sur Internet, des attaques? Oui, il y en a des attaques. Puis les attaques, souvent, c'est deux types. Des attaques ciblées, des attaques non ciblées. Alors, quand on dit ciblé, c'est cibler une organisation ou une personne. Non ciblé, c'est fouiller sur Internet, voir qu'est-ce qui est déjà vulnérable. Et lorsqu'on dit vulnérable, c'est pouvoir de rentrer ou utiliser une porte ou une faille de rentrer sur une machine. Si on parle des entreprises comme telles, elles laissent des portes rentrouvertes chez elles et des informations peuvent s'y trouver. Un hacker, qu'est-ce qu'il peut trouver vraiment dans ces portes-là? Ben, voyez-vous, nos machines ou les ordinateurs, là, on l'utilise depuis des années et tout ça. On accumule des affaires, des fichiers, puis on se rend pas compte, en fait. C'est, waouh, j'ai tel fichier qui traîne. On peut avoir des mots de passe, des fichiers de paye. Et souvent, les gens, ils gardent vraiment de l'information sensible sur leur machine personnelle. Que maintenant, avec les portables et tout ça, c'est facile. Alors, on se déconnecte à la compagnie, on revient chez nous, on le branche, là, on est accès rapide, mettons ligne rapide, ben ça c'est la merveille pour un gars qui va rentrer ou essayer des réseaux, c'est prendre des accès rapides. Alors là, il vous installe des choses chez vous, comme si on prend l'exemple, un capture des claviers ou un cheval de Troie. Là, vous allez retourner à la compagnie. Là, votre machine, vous savez pas qui était infectée, puis là, elle est dans un environnement qu'il a accès au réseau. Puis le danger, en fait, je vois un autre danger, c'est prendre une machine dans votre organisation puis attaquer d'autres organisations en utilisant vos machines. C'est pas juste la vol de l'information, c'est aussi pour faire des attaques que l'origine, ça vient chez vous. Ça, c'est vraiment très dangereux, puis on sent même pas que ça vient de l'interne. Parce que là, à ce moment-là, c'est les gens qui sont victimes de ces attaques-là accusent notre entreprise de les attaquer. Tout à fait. Alors là, vous allez accuser une personne qui est même pas vraiment, c'est la personne qui vous a attaqué. Là, vous allez envoyer toutes les attaques à votre pourvoyeur. Lui, il va contacter la personne. Puis souvent, la personne, il est vraiment innocent, mais c'est sa machine de l'autre personne et c'était vulnérable. Ils ont rentré là-dedans, ils l'ont utilisé comme un pont pour aller ailleurs. Et ça, c'est pas seulement dans les films, là, c'est monnaie courante. Non, non, c'est pas dans les films, puis on le voit tous les jours sur Internet. Il y en a les groupes de discussion, que les clavardages et tout ça. Et ça existe, c'est des choses réelles. Ils vont l'utiliser pour installer des petits robots, que eux, ces petits robots-là, qui vont essayer de balayer l'Internet quasiment en entier. Alors, si vous, les gens, ils vont dire, ah, notre adresse, il est caché, il y a personne qui peut pas le trouver, ben, ils vont le trouver un jour parce qu'ils font un balayage en entier de tous les segments possibles. Et ça, si on est un administrateur dans une entreprise, on peut pas forcément se tenir au courant de tout ce qui se passe parce que des failles, il y en a constamment, tous les jours. Tout à fait. Normalement, un administrateur, c'est fait pour administrer son système ou son réseau. Alors, vraiment, on peut pas blâmer l'administrateur, on peut pas blâmer le petit technicien non plus. Ils ont déjà assez énormément de travail, puis ils sont chargés. Il faut vraiment assigner une personne quasiment à temps plein pour la sécurité. Donc, c'est des changements de mentalité que ça prend? C'est un changement de mentalité, c'est un changement que si quelqu'un il m'envoie un fichier, même il est inoffensif comme un fichier extension JPEG ou GIF, ces genres de fichiers peuvent contenir des fichiers exécutables. Puis pour nous, c'est la photo d'un chien ou d'autres. Alors, c'est savoir où y aller sur Internet, savoir quoi télécharger. Comme si je prends un exemple de Casa. Casa, c'est
elle peut être une boîte vraiment à virus ou à d'autres. Il y en a des méthodes de cacher un fichier qui est malicieux dans un fichier tout à fait légitime. Alors là, l'usager va ouvrir le fichier légitime, oui, il est tout à fait content, mais derrière tout ça, ça se passe des choses. Et même si on télécharge les fameuses mises à jour de sécurité de notre système d'exploitation, que ce soit Windows, Linux ou d'autres, on n'est pas forcément à jour. On n'est pas forcément à jour parce qu'il y a un gros problème. En fait, on va devenir à jour, mais on n'utilise pas souvent les politiques de la sécurité. Oui, la plupart des gens, ils ont des politiques de sécurité. Qu'est-ce que je veux dire par politique? Tu dois mettre telle machine à jour tous les jours, pourtant, tu dois pas installer des logiciels si tu es usager, pas de droit. Mais on ne suit pas ces politiques. Ils sont accumulés quelque part dans une armoire, plein de poussière et tout ça. Donc, c'est pas trop un discours alarmiste que vous nous tenez? Est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir? Oui, en fait, il y a de l'espoir, c'est savoir... qu'est-ce que moi j'appelle, en fait, c'est réveiller un petit cours d'une demi-journée, c'est réveiller les personnes, c'est où visiter, qu'est-ce que je dois faire confiance. Si quelqu'un, il m'envoie, exemple, un fichier, ton copain, il t'envoie un fichier qui s'appelle peu importe.exe, d'accord? Alors, ce peu importe.exe, si t'es pas sûr qu'est-ce qui est le contenu, l'ancien téléphone, ça marche très bien, le bon vieux téléphone. On le prend, on appelle, et monsieur, est-ce que tu m'as envoyé ce fichier-là? Est-ce que tu as essayé ce fichier-là avant? Il va dire, ah ouais, non, c'est une autre personne qui m'a envoyé ce fichier-là. Alors là, tu vas freiner, tu dis, ah, est-ce que j'ai un antivirus? Est-ce que mon antivirus, il est à jour? C'est pas assez d'avoir un antivirus. Puis une fois, tu vas scanner ce fichier-là. Avec 50 à 60% de chances, tu vas attraper le virus. Tu as 40% des chances que tu l'attrapes parce que ça change régulièrement. Puis il y en a même des antivirus qui n'attrapent pas des anciens virus que ça existait depuis des années. Monsieur Savane, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Steve Marceau nous a rejoint pour discuter d'imprimantes multifonctions. On va parler de modèles de la compagnie HP. Bonjour Steve. Bonjour François. Ça, c'est un marché qui est en plein développement. Il y a de l'intérêt de plus en plus pour ces modèles-là. Hein? Oui, HP effectivement confirme que les ventes augmentent depuis quelques mois, évidemment, au niveau des imprimantes tout en un. Donc, c'est normal de voir beaucoup de modèles apparaître sur le marché. Et de voir le marché aussi se segmenter. Hein? Avant, on avait des modèles autour de 500 $ et plus, mais là, on a des modèles d'entrée de gamme de plus en plus. Et ça, est-ce que ça s'adresse encore aux petites entreprises, des modèles d'entrée de gamme, comme on va en parler aujourd'hui? Oui, évidemment, ça s'adresse très bien aux petites entreprises, même, je dirais, aux travailleurs autonomes ou monsieur tout le monde là, qui voudrait avoir là, un appareil qui combine plusieurs fonctions. Quand on parle de tout en un, quelles sont les fonctionnalités que peuvent faire la plupart de ces machines-là? Évidemment, quand on parle d'un modèle d'entrée de gamme, on parle plutôt de numériseur, imprimante et copieur. Et si on monte un petit peu au milieu, haut de gamme? Évidemment, là, on intègre la fonctionnalité de fax et d'autres fonctionnalités comme la réseautique. La réseautique, c'est ça. On a différents modèles. Bon, il y a une ligne qui s'appelle PSC chez HP. On avait la série 1200 ici, le modèle 1210, mais là, est en train d'être remplacé par la série 2200. Ça, c'est l'entrée de gamme, là, c'est tout petit là, comme modèle. C'est ce qui est d'abord surprenant. Hein? Oui, HP se vante d'avoir fait un modèle qui est le plus petit sur le marché. Modèle à laquelle est intégré un numériseur, c'est-à-dire à plat. Donc, évidemment, ici en avant, on retrouve un numériseur avec une imprimante. Tout ça pour moins ou environ 200 $. Donc, une imprimante qui nous permet d'avoir les mêmes fonctionnalités que les imprimantes à jet d'encre, qui nous permet également aussi de copier et de numériser nos documents. Oui, parce qu'on parle ici, c'est du 4800 par 1200 points par pouce. Évidemment, ça, on parle de résolution maximale, c'est sur du papier photo. Au niveau de la vitesse, c'est 12 pages par minute pour le noir et 10 pages par minute pour les couleurs. C'est un modèle quand même qui est assez conventionnel. C'est conventionnel, c'est ce qu'on retrouve là, au niveau des imprimantes qui sont déjà sur le marché pour le même prix. Fonctions qui sont intéressantes parce qu'ils peuvent être utilisés de façon autonome, donc sans l'utilisation de l'ordinateur. Donc, on peut évidemment utiliser ces fonctionnalités. Bon, là, je l'ai parti pour faire un test de numérisation. On a une boîte d'un jeu console qu'on a numérisé. C'est assez bruyant quand même, il faut le dire, le numériseur, mais l'impression, c'est quand même relativement... Oui, c'est comparable. OK.
Au niveau d'utilisation, tu me dis que ça, c'est un modèle qui n'a pas de fax. Donc, à ce moment-ci, il n'y a pas d'option pour en ajouter. C'est vraiment, là, ça vient comme ça. Je dirais que ça s'adresse surtout aux gens qui ont pas de numériseur ou d'imprimante et puis qui voudraient faire l'acquisition de ces deux composantes. Donc, évidemment, on trouve dans le même appareil les deux composantes. Par contre, j'ai certaines recommandations à faire. Évidemment, au niveau d'HP, avec cette ligne, c'est un modèle qui est très bas de gamme. Donc, fragile un petit peu. Fragile, les composantes là sont un peu moins solides là. Donc HP a un peu là, diminué la qualité de ses produits là, versus là, ce qui était fait par le passé. Là, on voit, on a pris une photo et en dessous, on a le résultat là, qui a été numérisé sur du papier. On doit le dire, là, le papier qui est ici, c'est vraiment du papier bas de gamme, c'est pas du papier photo, mais quand même, ça fait le travail. Là. Oui, c'est très près de la réalité, mais évidemment, c'est pas la qualité là, d'imprimante photo. Et là, ici, notre test, nous, est pratiquement terminé. Oui. Alors, on va voir. Bon, évidemment, ici, on avait une boîte d'un produit et tout le contour ici, c'est en gris, c'est normal. Mais c'est bien, là. Oui, le résultat est vraiment acceptable. Pour le prix, évidemment, là, pour moins de 200 $. Au niveau des fournisseurs, on parle d'un système assez standard parce qu'ici, on a deux cartouches. Oui. On a la cartouche noire qui coûte environ 30 $ et la cartouche couleur environ 55 $. Mais comme coût de revient, là, par page, si on utilise ça à 5 % de noir et de couleur, c'est environ combien? Ben, on peut dire, ça dépend évidemment, mais entre 15 et 20 sous. Là. OK. Mais c'est évidemment, encore une fois, le cas des imprimantes entrée de gamme. Les cartouches sont chères. Oui. Donc ça, il faut aussi faire. Là, on va regarder un autre système qui, lui, est la série 7100, qui vient de remplacer la série 6100. Là, on a le modèle ici, 7140 XI. Ça, on parle vraiment de quelque chose qui est semi-professionnel. Oui, et vraiment un équipement très complet. Comme on parle au niveau de l'entrée de gamme, on retrouve vraiment les mêmes fonctions. Évidemment, des fonctions qui sont beaucoup plus avancées. Au niveau du numériseur, on a un bac de chargement supérieur qui nous permet de mettre jusqu'à 50 feuilles pour numériser. On peut également utiliser le numériseur à plat qui est de format 8,5 par 14, donc qui nous permet de numériser des documents légaux. On trouve aussi des bacs inférieurs qui nous permettent de, évidemment, là, mettre beaucoup de feuilles. On parle de 200 feuilles dans les bacs. On trouve aussi, sur le modèle qu'on a eu en essai, un module qui nous permet d'imprimer recto-verso, un module pour la carte réseau, donc qui nous permet de la brancher en réseau. C'est ça, mais on parle d'un système à ce moment-là qui est dans les 1000 $. Oui. Évidemment, si on n'a pas toutes ces options-là, on peut s'en tirer pour environ 700 $. On parle d'une résolution tout à fait équivalente, là, 4800 par 1200 dpi, avec une vitesse quand même d'impression plus rapide. On pourrait dire presque le double de l'autre modèle. Là, on va jusqu'à 22 pages par minute en noir. C'est très performant là, comme système ici. Mais ce qui est particulier, Steve, c'est son système d'impression au niveau des cartouches, des têtes d'impression. C'est assez différent de ce qu'on connaît sur le marché. C'est assez innovateur. Donc, on retrouve au niveau des têtes d'impression une toute nouvelle technologie qui nous permet d'obtenir des têtes qui sont au niveau inférieur. Donc, on a 4 têtes qui sont indépendantes, c'est-à-dire des cartouches. Donc, ces têtes doivent être remplacées là, à des fréquences là, qui sont fournies par le manufacturier. C'est environ à toutes les 15 000 à 30 000 copies. C'est ça. Et puis, juste au-dessus de ces cartouches, c'est-à-dire de ces têtes d'impression, on retrouve nos cartouches. Il y en a deux, par exemple. C'est ça. Dans le cas de la noire, on trouve une cartouche qui est de bonne dimension quand même, là, qui est supérieure au modèle d'entrée de gamme. Et aussi, on a notre cartouche couleur. OK. Ça, c'est un système qui, bien sûr, va pouvoir coûter peut-être plus cher, là, si on regarde, évidemment, pas à court terme. À long terme, ça va peut-être être plus économique qu'un modèle d'entrée de gamme parce que chacune des têtes, on parle d'environ 65 $ à remplacer. Bon, tous les 15 000, 30 000 copies selon les têtes. La cartouche noire, on parle d'environ 30 $ et la cartouche couleur, 45 $. Ce qui nous permet de croire qu'au niveau du coût d'utilisation, ça va peut-être être un peu plus économique que les autres modèles, là. Évidemment, on est vraiment plus autour de 15 sous la page. Par contre, évidemment, là, il y a beaucoup de facteurs aussi à tenir compte, comme l'achat peut-être de tête là, dans un avenir. Aussi, l'achat d'un meuble peut-être, parce que là, je vais le partir et on va sans doute le voir et le sentir. Ça, c'est un modèle qui bouge beaucoup, là. Évidemment, étant donné la vitesse d'impression qui est quand même excellente, évidemment, il y a un déplacement et un va-et-vient qui est très fréquent pour nous donner cette fluidité au niveau des pages par minute. Donc, évidemment, on se retrouve avec un appareil qui se déplace. Si on n'a pas un meuble en bois massif, qu'on a une table comme ça, là, ça va bouger beaucoup. Oui. Mais c'est quand même pas très bruyant, ça, c'est surprenant. On l'entend, là, c'est quand même assez peu bruyant. Sauf que, on le mentionne tout à l'heure, le prix, là, on va jusqu'à 1000 $.
À ce moment-là, pour du jet en couleur, qui est multifonction, bon, qui fait le fax aussi, tout ça, est-ce qu'on ne devrait pas se tourner peut-être vers d'autres modèles? Évidemment, c'est vraiment, je dirais, adressé à des gens qui ont vraiment un besoin primordial de l'impression couleur parce que on est vraiment près des gammes laser. Donc, pour presque 100 $ de plus, on pourrait avoir une imprimante laser qui, à ce moment-là, va nous donner une très grande économie au niveau de l'impression parce qu'on parle plus de 3-4 sous par page. Donc, je dirais pour les gens qui n'ont pas de besoin au niveau de la couleur, c'est d'acheter un modèle comme celui-ci, mais au niveau laser et d'avoir une imprimante là pour faire la couleur. Ça, tu possèdes un de ces modèles-là qui est le LaserJet 3300 MFP. Peut-être nous en parler un petit peu en terminant. Oui, évidemment, le 3300 MFP, c'est le même système qu'on trouve là, donc même au niveau esthétique, là, c'est à peu près la même chose. Comme j'ai mentionné, par contre, on parle de technologie au laser, donc économie au niveau de l'impression. On retrouve les mêmes fonctionnalités, donc fax, numériseur, carte réseau, menu à l'avant qui nous permettent de façon autonome de lancer diverses tâches. Et puis, évidemment, tout ça a un prix moindre là, au niveau de l'impression. Oui, parce qu'un tourner, par exemple, de poudre noire, ça va peut-être revenir à 4 sous la feuille. Ouais. Donc, si on a vraiment besoin de la couleur et que c'est important dans une entreprise, peut-être qu'un modèle comme ça va être intéressant. Mais si on n'en a pas besoin, on est aussi bien de prendre un modèle laser avec peut-être une petite imprimante à côté. Oui. Dernier point en terminant qu'on a peut-être oublié de mentionner, c'est que cette imprimante-là, la 7140, intègre des fentes pour des smart cards, donc pour ceux qui posséderaient des caméras numériques. Donc, les agents d'assurance ou les agents d'immeubles pourraient directement, en mettant leur carte, faire l'impression. Mais les comptables, les gens d'administration, eux, ça les intéresse pas beaucoup à ce moment-là. Merci beaucoup, Steve. Je te remercie, François. Maintenant, on va vous présenter un reportage qu'on a tourné plus tôt avec Maxime Plante et votre question d'outils de création DVD. Cette portion d'émission vous est présentée par Info Unique, le détaillant en informatique, en électronique et le centre de services de la région de Québec, qui depuis plus de 12 ans mérite la confiance des particuliers et des entreprises. Info Unique, un partenaire de choix pour vos besoins de la nouvelle ère digitale. Bonjour Maxime. Salut François. On va parler ensemble de logiciels qui permettent de créer des DVD, des logiciels professionnels cette semaine. La semaine prochaine, on verra des logiciels d'entrée de gamme. C'est un marché qui a beaucoup évolué. Hein? Oui, c'est un marché qui a évolué. La saison dernière, on n'avait pas encore des logiciels qui étaient assez professionnels, ou du moins, il y avait des logiciels professionnels, mais qui étaient tout simplement inabordables ou qui étaient très difficiles d'utilisation. Maintenant, on a des logiciels qui sont dans le milieu, qui sont abordables pour des semi-professionnels et professionnels. Les deux compagnies qu'on va étudier, ce sont YouLead et Sonic. Si on commence avec YouLead, peut-être positionner leurs produits d'abord. C'est un produit d'environ 400-500 $. YouLead DVD Workshop, dans le coin de 500 $. On a un logiciel qui ressemble à ce que fait Sonic avec son logiciel DVD Hit. C'est un logiciel qui est relativement simple d'utilisation, qui fait tout de l'importation de fichiers AVI au transcodage AC3 si on veut. Tout d'abord, le logiciel se divise en 4 grandes sections: la capture, l'édition des menus et le transfert après ça, soit sur fichier image sur disque ou tout simplement sur disque optique. Donc on voit ici les grandes sections du logiciel: la capture, l'édition des fichiers, des séquences et l'édition des menus. Si on saute à l'édition tout de suite après la capture, tout ce qu'on fait, c'est qu'on glisse ces fichiers vidéo dans la fenêtre principale et puis là, on va les visionner. Si on veut, on va pouvoir raccourcir nos fichiers, donc enlever un petit peu de vidéo au début, enlever un petit peu de vidéo à la fin si c'est nécessaire, ou tout simplement, on les laisse intégrales et puis on va les utiliser comme ça. Oui, ça, c'est une interface qui est quand même très simple d'utilisation, on doit le dire, c'est assez dépouillé, là. Ben oui, c'est une interface qui est simple, toutefois, ça mérite une grande résolution d'ordinateur parce que ça prend de la place, travailler tout ça. Mais bon, comme tu vois ici, là, je viens couper mes fichiers vidéo. Je pourrais, par exemple, changer les menus qui se trouvent dans la colonne de gauche. Je vois le temps de chaque séquence, donc le temps total. Je peux changer le temps d'entrée et de sortie. Je peux couper les séquences vidéo si c'est nécessaire, donc les découper en des plus petites séquences pour les intégrer différemment, et aussi mettre un fichier audio de remplacement. À quoi ça sert? Ça, c'est nécessaire si on utilise des fichiers qui ont été faits dans un encodeur MPEG 2 en dehors de ce logiciel-là. Souvent, la vidéo MPEG 2 va être dans un fichier et l'audio va être dans un autre fichier. Donc, ça vient nécessaire à ce moment-là. Et là, tu vois, j'ai ma banque de fichiers vidéo. Je peux me créer des librairies différentes qui vont se réutiliser de projet en projet. Donc, supposons que j'ai des introductions que je réutilise souvent. Je vais tout simplement me faire des librairies différentes dans ce logiciel-là. Donc, pour gérer ces médias, c'est un logiciel qui est très bon. Mais
là où il surpasse d'autres logiciels, c'est pour créer des chapitres. Donc, on crée des chapitres à la volée, on fait play tout simplement, et à mesure que le fichier joue, on clique sur « Ajouter un chapitre », et le chapitre entre dans la banque de chapitres, ou on peut tout simplement, si ça va pas assez vite, on déplace le curseur et puis on ajoute ces chapitres. Pour familier avec la notion de chapitre sur un DVD, c'est quoi? Ben, un chapitre, c'est tout simplement quand on regarde une séquence, on peut tout simplement, avec la télécommande du DVD, on vient appuyer sur le fameux bouton « Next » là, ou « Skip ». Et ça passe au chapitre suivant. On va au chapitre suivant. Donc, par exemple, ici, on a numérisé une émission de micro-info, ben, chaque chronique a un chapitre. Donc, si je commence une chronique, je l'aime pas, je clique, je passe à l'autre chapitre tout de suite. OK. Là, ici, on voit un peu les transitions entre les différents chapitres, tout ça. Exact. Et ça, tu vois, ce sont les chapitres. Donc, les chapitres que j'ai créés dans une seule séquence, j'ai pas été obligé de découper ma séquence vidéo pour faire des chapitres différents. Vraiment, la séquence est une et les chapitres sont seulement des pointeurs. Ah, OK, parce que c'est ce que je me demandais, est-ce qu'il fallait couper chacun des vidéos? On ne les découpe pas. C'est vraiment que des pointeurs à différents temps du vidéo. Ensuite de ça, quand on a fini de faire la modification des fichiers de son, des fichiers vidéo, bien là, on va aller faire l'édition des menus. Donc, en faisant l'édition des menus, on va décider de prendre des menus qui sont déjà dans la banque des menus de ce qu'offre DVD Workshop de YouLead. On peut évidemment changer ces menus-là pour se faire des menus personnalisés, mais on a quand même une bonne panoplie de menus qui sont déjà là. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut modifier tous les éléments du menu. Par exemple, ce que tu vois ici, il y a déjà un menu qui est préfet, mais je pourrais tout simplement effacer les cadres qui sont déjà là, effacer les boîtes de texte et prendre des objets qui sont encore là dans des librairies qui viennent avec le logiciel, les insérer, comme par exemple, si je prends l'ampoule, je l'insère, je peux la redimensionner comme je veux et cette ampoule-là va être un bouton. C'est quelque chose qui est difficile à faire avec un logiciel professionnel habituellement, qui ne nous permettra pas d'avoir des librairies d'objets et aussi simplement les insérer comme ça. Et si on manque d'objets de graphique, on peut prendre n'importe quel objet qu'on a sur les banques. C'est certain qu'on peut se les faire, travailler une image dans Photoshop et ensuite de ça, n'importe dans ce logiciel-là. Ensuite de ça, quand on a fini de faire ces menus, on va procéder à une simulation qui va nous permettre de voir à quoi va ressembler le système de navigation du DVD. Donc, ce que tu vois ici, c'est tout simplement une banque, un logiciel de navigation DVD. Et ensuite de ça, on va graver le logiciel, l'image du disque, soit sur le disque dur, comme je disais, ou encore l'envoyer directement sur un DVD. Ça, c'est un logiciel quand même semi-professionnel, on doit le dire. C'est semi-professionnel. Personnellement, si j'avais une entreprise de multimédia, j'irais vers le prochain qui est Real DVD, qui lui est vraiment professionnel, mais là, on saute dans les alentours de 1000 $. OK. À peu près le double, mais est-ce qu'on a le double de fonctionnalités? C'est ce qu'on va se poser comme question. Ben, je te dirais que non. C'est paradoxal parce qu'on a moins de fonctionnalités. On ne peut pas gérer aussi facilement les menus. Il faut plus faire de travail à l'extérieur du logiciel. Toutefois, il va nous permettre de faire des choses que l'autre logiciel ne nous permettrait pas de faire, comme par exemple mettre du sous-titre, mettre plusieurs pistes audio sur les mêmes pistes vidéo. Comme tu vois, c'est une interface qui est très simple. C'est une interface unifiée. Contrairement au logiciel de YouLead, on n'a pas à changer d'onglet pour aller dans différentes parties du logiciel. On a tout dans un écran. Ce que tu vois en haut à gauche, c'est l'endroit où on va mettre nos éléments vidéo et nos images. Ensuite de ça, on a un navigateur de fichiers et puis un simulateur en bas à droite. Et en bas à gauche, c'est la fameuse timeline, donc la ligne du temps où on va voir nos éléments vidéo se placer, nos pistes audio et nos sous-titres. Là, tu viens justement d'en ajouter un élément vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je viens de mettre un élément vidéo. Là, je suis en train d'ajouter un menu. Tu vois, comme j'ai fait dans Photoshop, et chaque calque dans Photoshop, j'ai décidé que chaque calque allait être un bouton. Donc, ce que tu as vu, j'avais 3 boutons. C'était des calques différents. Donc, lui, il l'a reconnu. Oui. C'est sûr que je pourrais faire le menu manuellement, mais ce serait beaucoup plus long. Là, j'ai simplement décidé de faire des calques dans Photoshop qui représentaient les boutons. J'ai importé ça et ça s'est fait très rapidement. Là, ce que je fais, c'est que j'importe des séquences vidéo qui vont tout simplement définir la structure du DVD. Donc, je décide qu'au début du DVD, je vais avoir une séquence. Ensuite de ça, je vais aller à un menu. Je vais avoir d'autres séquences à partir de ce menu-là. Et quand on a plusieurs, bien évidemment, on voit ça donne ça. Alors, c'est un petit peu pêle-mêle, mais l'interface quand même permet de voir comment sont liées toutes ces séquences-là. C'est très hiérarchique. Un DVD, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme une programmation tout simplement pour lui dire à un élément de sauter d'une place à l'autre. C'est hiérarchique, donc il faut tout simplement partir comme ce qu'on voit en haut, c'est le bouton Power du DVD. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on allume le DVD? Et on s'en va vers différents éléments. Et à partir de chaque élément, chaque menu, il faut décider où on va à partir de ça. Donc, ce qu'on voit, c'est des images qui représentent ces menus-là. Et chaque menu, comme on voit la commande qui part du menu et qui doit s'en aller vers soit un autre menu ou une séquence vidéo. Ça, c'est une caractéristique des logiciels professionnels. C'est comme ça que fonctionnent les logiciels professionnels. C'est comme ça que fonctionne le grand frère de Real DVD. C'est le logiciel Scénariste qui, lui, vaut quand même 22 000
US, là, donc il est très, très dispendieux. Et ce que tu vois ici, c'est simplement la ligne du temps. J'ai défini des chapitres, donc les lignes verticales et les points jaunes que tu vois, ce sont les chapitres. Et j'ai simplement une langue, donc le français, sur cette piste vidéo-là. Mais je pourrais rajouter d'autres langues. Et comme je disais tout à l'heure, je pourrais rajouter des sous-titres dans différentes langues. Ensuite de ça, j'ai mon logiciel de simulation, la partie de simulation. Qui est toujours présent, ce qui est quand même une bonne chose, hein? Oui, on peut toujours l'avoir. Et aussi, là, je vais décider quelle interaction vont avoir les boutons dans les menus. Parce que, par exemple, sur un logiciel plus bas de gamme que celui-là, si j'ai un bouton, ben, pour passer d'un bouton à l'autre dans le menu avec la télécommande du DVD, je vais tout simplement faire droite, gauche, haut, bas. Mais il faut que je le définisse, étant donné que là, je suis dans un logiciel professionnel, il va quand même m'aider à le définir, il va le faire pour moi. Mais je pourrais définir tout simplement que si je suis sur le bouton en haut à gauche, quand je fais la flèche à droite, je pourrais passer tout simplement au bouton dans le milieu, n'importe où. Là. Okay. Donc, ça, il faut le définir, et puis on peut le définir, c'est ça qui est bon. Ce que tu vois ici, ça, c'est la sous-image qui définit les boutons du DVD. C'est comme ça que ça se crée dans les logiciels DVD professionnels des menus. OK. Alors, c'est quand même un logiciel qui n'est pas pour tout le monde. Ça prend quelques jours à maîtriser, c'est certain, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de DVD. Je dirais même que c'est bon de s'acheter un livre pour apprendre comment sont construits les DVD à part ça, mais c'est un logiciel qui permet de faire, comme je disais, des DVD professionnels pour être distribués ou même pour être reproduits en grosse quantité. Puis la dernière étape, ben, c'est créer le disque. On crée le disque, on peut tout simplement créer les fichiers sur le disque dur ou créer le disque. Donc, ça peut prendre une vingtaine de minutes pour faire la multiplication des fichiers là, sur un ordinateur standard, là, qui est quand même assez puissant, un ordinateur de graphisme. Et puis après ça, ben, on grave le DVD si on veut. Et puis si on remplit un DVD, est-ce que c'est long de graver tout ça? Ça peut prendre à peu près en tout, partout, là, au plus 40 minutes pour graver le DVD. Évidemment, il faut que tous les fichiers soient déjà multiplexés en MPEG-2. Et si on en a plusieurs copies à faire à ce moment-là, est-ce que ça reprend le temps de calcul? Non, c'est le temps de Non, ben à ce moment-là, on va se faire une image sur le disque dur et puis on va tout simplement graver cette image-là comme on veut. Là. Bon, Maxime, là, on a un DVD, évidemment, forcément avec nous, donc on va regarder le résultat final. Alors, le DVD qu'on a fait pendant la chronique, donc on part ça. Ce qu'on va voir, la première séquence, c'est une séquence vidéo qui a été insérée au début de notre hiérarchie de DVD. Ensuite de ça, on va s'en aller vers un menu, qui est le fichier Photoshop qu'on a importé tout à l'heure, donc où on avait les 3 calques. Donc, ce qu'on voit, c'est le fichier Photoshop avec les 3 calques, donc les 3 boutons. Si je me déplace, on voit Show 1, Show 2 et Équipe. Si je m'en vais à Show 2, je fais Show 2, Enter, et là, je retourne vers une séquence vidéo qui va m'amener au deuxième menu. Et à partir du deuxième menu, là, je vais avoir les chapitres d'un seul fichier vidéo. Donc, je me promène comme ça. Je m'en vais chercher un chapitre dans l'émission. Je pars ça. Et c'est parti. Laissez-moi en gros plan. Devant un tank. Et là, je pourrais tout simplement faire skip avec la télécommande du DVD pour sauter à l'autre chronique qui suit. Et voilà. Et on change de chronique comme ça. Et c'est aussi simple que ça, faire un DVD. Bon, la semaine prochaine, on verra l'échelle peut-être plus abordable et plus simple d'utilisation. L'échelle plus abordable et beaucoup plus simple. Merci, Maxime. Ça me fait plaisir. Le logiciel de présentation le plus connu sur le marché, c'est PowerPoint, qui est disponible sur différentes plateformes grâce à Microsoft. Apple vient de présenter un produit qui est fort intéressant, qui s'appelle Keynote, qui en première version déjà fait une très bonne concurrence à PowerPoint. Je vais vous le présenter ce soir. Keynote, c'est un logiciel de présentation, donc ça me permet de créer des diapositives. Je vais vous montrer tout de suite un peu qu'est-ce que ça peut donner comme résultat. Alors, vous en avez ici, quelques diapositives ici et là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des thèmes qui sont fournis, comme c'est le cas avec PowerPoint, mais ici, sont beaucoup plus jolis, les thèmes. Il y en a moins, il y en a 2 fois moins que sur PowerPoint, sauf qu'ils sont beaucoup plus élégants. Donc, vous allez sans doute passer moins de temps à chercher lequel a vraiment du sens et vous allez passer du temps à créer vos présentations. Donc, c'est bienvenu, ce logiciel, dans le milieu des logiciels de présentation parce que des personnes n'avaient pas vraiment le choix de prendre PowerPoint autrefois. Là, bien sûr, c'est exclusif à la plateforme Macintosh et ça permet de faire toutes sortes de choses. Si je vous parle des outils d'organisation d'abord et avant tout, bien sûr, on peut insérer des nouvelles diapositives en cliquant sur des boutons plus ou moins qui sont ici ou en enlever. Vous avez des gabarits de diapositives qui sont fournis, bon, avec des titres, avec des images, qui viennent avec des caches, par exemple. C'est encore une fois moins que ce que propose PowerPoint, mais c'est de meilleure facture ici. Au niveau du texte, bon, le texte est anti-aliasé ici, donc c'est vraiment de très haute qualité. Il y a un outil fort intéressant qui permet de centrer le texte ou tout objet sur une page. Donc, voyez-vous les 2 flèches
les deux lignes jaunes qui apparaissent me permettent de dire si le texte est centré. Vous avez bien sûr la possibilité de changer les polices comme c'est le cas avec n'importe quelle échelle, donc c'est assez accessible ici. Il y a la possibilité d'insérer des images, bon, des médias de toutes sortes, que ce soit des photos qui proviennent de différents logiciels. Ici, on a une photo, par exemple, qui est un peu plus grande, donc je peux la recentrer comme je veux dans la cache qui est ici. Ça pourrait être une photo qui provient de Photoshop, un film QuickTime, une animation Flash, et ainsi de suite. Donc, ça supporte beaucoup de formats. Au niveau de l'audio, on peut mettre des fichiers MP3, des fichiers AIFF, et ainsi de suite, qui sont ici. Seul petit point négatif, les fichiers audio ne peuvent jouer que sur une seule diapositive à la fois. Donc, vous ne pouvez pas prendre un fichier audio et le mettre sur plusieurs diapositives, ce qui est peut-être un petit point négatif. Au niveau de l'insertion de tableaux et de graphiques, c'est très bien fait. Si je passe par l'inspecteur ici et que je vous montre, par exemple, les possibilités d'édition de données, on les voit ici. On a un petit tableau Excel, si on veut, qui est intégré avec les colonnes, les lignes, on entre nos informations. Ce qui est un peu tannant, c'est qu'à chaque fois qu'on crée un nouveau tableau, il y a de l'information qui apparaît ici par défaut et on est un peu pris avec cela, il faut l'effacer. On peut changer de style de graphique à la volée, donc transformer notre graphique en barre, en ligne, en tarte, et ainsi de suite. On a un petit peu moins de choix que c'est le cas avec PowerPoint, mais encore une fois, c'est de très bonne facture. Si je prends par exemple ce graphique-là que je veux dégager une pointe, ça se fait excessivement facilement. Je la prends et je la dégage, je la tire comme ça. Donc ça, c'est des outils bien intégrés. Il y a toutes sortes d'options. J'entre pas évidemment dans tous les détails parce que c'est quand même un gros produit. Si je parle des tableaux maintenant, vous allez voir que la création des tableaux se fait très simplement. Il permet de faire des choses assez puissantes. Comme ici, on a un tableau qui est divisé en plusieurs cellules. Si je m'en vais dans l'inspecteur, encore une fois, regardez comment mon tableau est divisé. On a des renseignements ici. Je peux changer l'alignement de chacune des cellules, changer la bordure. Je peux par exemple prendre une cellule et en choisir une deuxième en tenant le bouton pomme et changer par exemple la couleur de fond pour un gradient par exemple d'une couleur vers une autre, changer l'orientation comme ça se fait très facilement. Les objets qu'on peut insérer sont limités parce qu'il n'y a pas une banque de clipart impressionnante comme on en a avec PowerPoint ici, donc c'est limité à quelques objets simples et élémentaires ou quelques clipart qui sont sur le disque dur que je ne vous montrerai pas parce qu'ils sont très limités. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des animations et des transitions, bien entendu. Donc, tout se passe par l'inspecteur. Pour les transitions, vous avez quelques choix, un petit peu moins nombreux que c'est le cas avec PowerPoint, mais de bien meilleure qualité, qui utilise évidemment le G4 et macOS 10 à sa pleine puissance. Vous avez ensuite les transitions pour les objets. Vous pouvez en avoir une pour l'arrivée de l'objet. Donc, exemple, je mets un pivot, donc l'objet va arriver de cette façon-là. Pour la sortie de l'objet, je vais mettre un pivot dans un autre sens, par exemple, vers le bas à la droite. Et on voit que c'est vraiment très facile. Si je vous montre le résultat final de la présentation, je vais la partir ici. Et on va voir que c'est vraiment plus relevé que PowerPoint au niveau de l'animation, de la qualité. On peut exporter ça en PowerPoint si on est mal pris, si on est sur la route. On peut exporter ça en fichier QuickTime également, en format PDF. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités d'exportation. Je tiens à vous dire que ça coûte 100 $ ce logiciel-là, que ça nécessite absolument macOS 10, la version 10.2, donc la version Jaguar, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais quand même, c'est une très belle réussite d'Apple et je soupçonne qu'Apple va préparer sans doute une version 2 et peut-être même une suite de bureautique, qui sait, peut-être que ça pointera à l'horizon bientôt. Alors, c'est fort intéressant comme produit. Je vous le recommande si vous avez bien sûr pas déjà Office avec PowerPoint sur votre Macintosh et que vous cherchez un logiciel de présentation. Audrey Miller nous a rejoint, donc on va parler de logiciels pour enfants cette semaine. Bonjour Audrey. Bonjour François. Il y en a pour tous les âges. Cette semaine, on va commencer avec les 2-4 ans qui ont Little People, Allô la tour de contrôle, qui mettent en vedette une franchise bien connue des enfants, Fisher-Price. Tout à fait. Donc déjà avec les 2 ans, on commence jeune cette semaine, des enfants qui commencent à manipuler la souris, qui ont encore besoin un peu d'aide des parents, mais tranquillement qui s'initient à l'ordinateur. Tout ça est sous le thème des avions. Quel genre d'activité qu'on retrouve dans ce produit? On a 5 activités en fait. Donc une première qui consiste à construire son avion. Donc on choisit les pièces de l'avion et on le décore. On a une autre activité dans laquelle on prépare des animaux pour un voyage. Donc on va associer l'animal numéro 1 avec la cage numéro 1. Donc reconnaissance des chiffres, mais aussi des animaux. Une activité qui consiste à trier des valises selon leur couleur ou leur forme. Et une autre qui
on a une série d'avions qui sont prêts à décoller. Et on dit à l'enfant, par exemple, maintenant c'est l'heure de l'avion l'avion rose avec les ailes bleues à décoller. Donc l'enfant doit trouver c'est quoi cet avion-là. On joue au contrôleur aérien. Tout à fait, c'est ça. Donc c'est tout sous le thème des avions et de l'aéroport. Puis une dernière activité qui est une découverte des saisons, dans laquelle on a des cartes postales à colorier, tout ça. Donc il y a 2 activités sur 3 que c'est de la création. Et tout ce qui est création, on peut l'imprimer par la suite. C'est très intéressant. Il faut le dire, de point de vue technique, c'est sans bavure, c'est très joli comme logiciel. Ouais, c'est super. C'est pas un logiciel époustouflant, mais pour les 2 à 4 ans, c'est très bien fait, c'est beau. Puis, ça propose un peu de complément à part du logiciel comme tel. C'est quand on a fait les 5 activités, on a une possibilité d'imprimer des feuilles de jeu, soit de relier des points, faire du bricolage, des trucs comme ça. Donc, une bonne durée de jeu pour les enfants. Là, on va parler d'un autre produit qui a pour titre Plutonet et le livre magique. C'est pour les 4 à 6 ans. Un titre très coloré qui met en vedette des personnages avec des voix parfois... on sait les parents, là, quand les voix colorées, des fois les parents n'aiment pas trop ça, entendre ça. Ouais, ben c'est surtout que quand les voix sont tannantes, le parent risque d'être tanné assez rapidement. Mais c'est un drôle de jeu que ce Plutonet. Hein. J'ai été très surprise tout d'abord en lançant le jeu pour le tester finalement, de voir que les activités qui sont proposées, c'est drôle parce que ça commence toujours négativement. Donc, les personnages se rencontrent et ils commencent par soit s'engueuler ou soit faire des combats de choses. C'est toujours bien bizarre, mais ils finissent toujours par s'entendre. Donc, jusque-là, ça va. Une chose que j'ai moins aimée, qui est bien, c'est que ça marche beaucoup par renforcement positif. Donc, à chaque activité réussie, l'enfant gagne un Pluto-sous. Donc, je me suis dit, bon, des sous, c'est bien. Il y a bien des écoles qui fonctionnent avec de l'argent scolaire, tout ça. Sauf que pourquoi on ramasse ces Pluto-sous-là? C'est pour les dépenser dans une machine à sous qui est sur une île. Bon, je me suis dit, c'est peut-être moi qui est un peu puritaine, si on veut, là, mais j'ai trouvé que le principe était spécial. Heureusement, l'île n'est pas appelée île Loto-Québec ou quelque chose comme ça, et là, ça aurait été un peu désastreux à ce moment-là. Mais si on parle des activités comme telles, ce qu'on a à faire, qu'est-ce que c'est? Bon, pour donner un exemple, on a une des activités qui consiste à se lancer des gâteaux dans la figure et à essayer de les éviter. C'est plus des jeux d'arcade, genre bouger un personnage pour éviter un objet, bien en lancer en même temps, puis tout ça. C'est pas très éducatif et comme tu disais tout au début, par exemple, les personnages, il y a un des personnages qui a tellement une voix aiguë qu'on comprend pas ce qu'il dit. Je me suis dit, soit on peut se dire, c'est un jeu fantastique, mon Dieu, il est différent, coloré, du caractère, ou encore tu te dis, je pense que je vais mettre mon argent ailleurs pour la fête de mon enfant. On va terminer avec un produit qui est très très beau, qui s'appelle SETI et le sorcier Inca. C'est le deuxième d'une série qu'on connaît très peu ici. C'est pour les 6 ans et plus environ. Ça, c'est vraiment un jeu d'aventure, tout ce qui est plus traditionnel. Oui, traditionnel, mais en même temps vraiment magnifique, une haute valeur éducative. C'est un titre qui a été fait en association avec le magazine Géo, donc un contenu extrêmement pertinent, bien validé, tout ça. Donc le principe, c'est une aventure. Il y a la reine des Incas qui est malade et on doit partir à la recherche du remède qui va la guérir. C'est une aventure qui a un défi vraiment intéressant pour les jeunes. Il n'y a pas de données tout cuit dans le bec. Les jeunes doivent essayer plusieurs pistes avant de trouver la bonne solution pour chacune des activités. Et j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de culture inca qui est intégrée à ce produit-là. Par exemple, une des activités, c'est aider une cuisinière à préparer un repas pour les guerriers. Sauf que, mettons qu'elle nous dit, trouve-moi un légume. Bon, faut d'abord identifier parmi les ingrédients quels sont les légumes, mais aussi quels sont les légumes qui existaient au temps des Incas. Donc, une espèce d'intégration extrêmement bien faite. Donc, c'est du judo éducatif à son meilleur, selon moi. On doit le dire, là, au niveau des qualités techniques, c'est absolument irréprochable. Aussi bien l'animation que les voix, tout ça. Là. Des voix qui tombent pas sur les nerfs du tout, un scénario vraiment pertinent, qui soutient l'intérêt, une longue durée de jeu, c'est un de mes préférés, franchement. D'accord, ben merci beaucoup, Audrey. De rien. Affichez vos pixels vous est présenté par le Centre national d'animation et de design. Au Centre NAD se côtoient depuis 10 ans les professionnels de l'imagerie numérique d'aujourd'hui et les artisans de demain. Ouvrez l'œil sur les informations professionnelles les plus complètes de l'industrie. Contactez-nous pour une visite guidée. Affichez vos pixels se veut une vitrine pour les artistes québécois de l'imagerie numérique. Voici les créations de la semaine.
Pour obtenir des informations additionnelles ou soumettre des images, écrivez à l'adresse suivante. Au cours du segment jeu, il va être question de jeux de simulation, de jeux de combat, mais aussi d'un jeu de voiture que Jack Poulin va nous présenter à l'instant et qui met en vedette les voitures d'un fabricant d'automobiles de renom. Bonjour Jack. Salut François. On se trouve chez un concessionnaire Mercedes de Québec pour une bonne raison, puisqu'on va parler d'un jeu qui met en vedette toutes ces fabuleuses voitures. Oui, ça s'appelle Mercedes World Racing. François, c'est un jeu qui est sorti, ça fait quelques semaines sur Xbox. C'est développé par la compagnie Cinetech, qui est une compagnie allemande. Puis les gens de Cinetech, justement, ont travaillé en étroite collaboration avec les ingénieurs de Mercedes pour nous livrer un jeu d'une très, très bonne facture. Et les autos qu'on peut piloter sont de diverses époques. Absolument. Ça commence dans les années 30, 40. C'est difficile à savoir, là, jusqu'aux Mercedes les plus modernes. En fait, il y a au-dessus de 100 voitures dans le jeu. Même les Mercedes qu'on pourrait voir aujourd'hui dans une salle de montre comme celle-ci, on les voit dans ce jeu-là. Absolument, tout à fait. Puis une qualité de ce jeu-là, c'est la modélisation des voitures, Jack? Oui, la modélisation des voitures, là, elle est extrêmement bien faite, mais la modélisation, c'est une chose, mais il y a le rendu aussi. Est-ce qu'il y a des jaggies? Est-ce que les réflexions sont bien faites? Est-ce que les formes sont rondes quand c'est supposé d'être rond? La réponse est oui, oui, oui. Le jeu, François, techniquement, au niveau du rendu des voitures, personnellement, je n'ai jamais vu des voitures aussi réussies dans un jeu de course. Est-ce qu'on peut dire autant là, du jeu comme tel? Est-ce que c'est un jeu réussi, ça? Oui, c'est un jeu réussi. C'est un jeu avec d'énormes qualités. Quelques petits défauts. Entre autres, quand on parle des défauts, il faut parler des menus. Les menus, pas que c'est pas bien fait, c'est juste qu'au niveau des menus, ce qui se passe, c'est que c'est assez compliqué. Alors, on va cliquer, par exemple, sur une option, on va cliquer sur Championship, ça nous amène vers News, vers Carrière, vers Statut. Et à ce moment-là, là, ça nous amène vers d'autres sous-menus qui nous amènent ailleurs. Puis, bref, c'est assez complexe à ce niveau-là. Mais une fois qu'on sait comment ça fonctionne, là, ça fonctionne quand même assez bien. Mais ça prend quelques heures pour s'y habituer. Si on parle du jeu comme tel, alors, quel type de course qu'on peut faire? Bien, il y a des courses, premièrement, qui se déroulent dans 6 types d'environnements différents. Ça peut se passer dans les Alpes, dans la région de Mexico, en Australie. On a des circuits urbains aussi. Ça se passe aussi là, sur des pistes de course. Alors, c'est très, très diversifié comme environnement. Et au niveau des environnements, du détail graphique, est-ce que c'est aussi riche que la modélisation des voitures, par exemple? Il y a certains moments, je te dirais que c'est peut-être un petit peu en bas, mais la plupart du temps, c'est du même niveau. Et il y a des moments dans ce jeu-là où c'est tellement, tellement beau, où c'est difficile de se concentrer sur la conduite comme telle, tellement que les décors sont réussis. On peut dire si ça nous tente, on peut aller faire du hors-piste, mais c'est pas le jeu n'a pas été conçu pour ça, Jack. Non, le jeu n'est pas conçu pour ça. En fait, il y a certaines courses qui se font hors-piste, sauf que si on veut, par exemple, sortir de la route puis faire 2 km dans le bois puis revenir par la suite, on peut le faire. Là. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Là, tu vas nous parler des courses lorsqu'on les complète. On a un jugement. Alors, sur quoi on est jugé? On est jugé, premièrement, sur notre conduite sportive. C'est-à-dire que c'est pas un jeu qui encourage les cascades ou qui encourage les dépassements dangereux ou quoi que ce soit. Si on prend une courbe d'une façon qui est très performante pour un vrai pilote, on va être récompensé. Si on se comporte en gentilhomme sur le circuit, on va être récompensé également. C'est sûr que si on finit dernier, on n'aura pas autant de points de placement que si on finit premier. Mais disons qu'on est jugé sur une foule de facteurs comme ça qui rend le jeu très intéressant. Contrairement, par exemple, à un Project Gotham où certaines personnes avaient reproché au jeu d'avoir des points supplémentaires parce qu'on conduisait en cow-boy et qu'on faisait déraper le véhicule à outrance. Dans ce jeu-là, au contraire, on est récompensé si on conduit de façon vraiment très sportive et propre. Souvent, dans des jeux comme ça, on peut régler l'intelligence artificielle des concurrents, faciles, moyens, difficiles. Mais là, ici, ils ont un système tout à fait différent. Oui, ça, François, là, les développeurs ici ont été très prudents, puis si je leur lève mon chapeau, c'est vraiment très réussi parce que c'est un jeu qui va donner satisfaction, je te dirais, à tous les amateurs de jeux de course. Parce que, premièrement, souvent, on va reprocher à certains jeux, l'intelligence artificielle est trop difficile, c'est trop facile. Parce que, veux pas, c'est pas tout le monde qui a le même talent dans ce type de jeu-là. Ici, il y a 2 façons d'ajuster l'intelligence artificielle. On peut la fixer à un niveau qui va de 40% à 100%. Dans tous les cas, les véhicules se comportent extrêmement bien, ils respectent leur ligne de conduite, tout en respectant notre position aussi. S'ils sont supposés de couper à l'intérieur puis qu'on est là, ils vont nous éviter. Donc ça, c'est très réussi. L'intelligence artificielle, c'est impeccable. Si on les met à 100% au lieu de 40%, mais on peut ajuster à 97% puis à 38%, pas à 38, mais à 52, 60, etc. Si on met ça à 100%, là, ils vont être très rapides puis la conduite va être encore très, très propre. Dans un jeu de course, ce qui est toujours important, ce sont les contrôles. Certains sont arcade, d'autres sont simulation. Celui-là est comment? Celui-là,
François, il est ce que tu veux qu'il soit. C'est ça qui est beau justement de ce jeu-là, c'est que si quelqu'un, par exemple, essaye Sega GT 2002 ou Gran Turismo 3, ils vont dire « Ah, c'est trop simulation, je trouve ça difficile ». Ou d'autres personnes vont essayer Daytona USA ou ils vont essayer Apex, ils vont dire « Ah, c'est un petit peu trop arcade ». Ici, il n'y a personne qui a le droit de se plaindre parce que les développeurs ont vraiment fait les choses à la perfection. On a un curseur qui commence à 0. On peut le mettre à moins 100 ou à plus 100. Plus on se dirige vers le moins 100, plus on se rapproche de la pure simulation. Et quand on le met à pure simulation, il n'y a aucun jeu sur le marché présentement qui a un engin de conduite aussi performant que ça. C'est hyper réaliste. Et si on le met à arcade 100%, à ce moment-là, ça se rapproche un peu plus d'un Project Gotham Racing, tout en gardant un comportement qui est quand même très crédible. Donc, si on roule à 150 km/h et qu'on freine brusquement en mode simulation, ça va déraper forcément, là. Absolument, absolument. Puis c'est sûr qu'on n'essaie jamais ça dans la vraie vie, mais c'est pas difficile de s'imaginer que si on va à 100 ou à 120 000 à l'heure sur une ligne droite et qu'on met les freins au fond, il n'y a personne qui va arrêter en ligne droite. La voiture va finir par déraper. Et dans ce jeu-là, c'est exactement ça qui se produit. Donc ça, c'est un titre qui est pour la Xbox. Tout comme les deux prochains dont on va parler, qui sont dans un genre, Jack, qui n'est pas ton favori ni le mien d'ailleurs. Bon, les jeux de combat, de baston, comme on les dit en français. Ouais. Il y en a deux qui sont parus récemment. Il y a Kung Fu Chaos d'abord. Ça, c'est un jeu plus de party, on pourrait dire, parce que on a des mini-jeux, on n'a pas juste du combat là-dedans. Oui, c'est un jeu qui est très original, François, parce que c'est un jeu pour s'éclater. C'est un jeu qui est un peu absurde jusqu'à un certain point, parce que nous, dans ce jeu-là, on incarne l'acteur principal d'un film de Kung Fu des années 70. Et à ce titre-là, pas l'animation, mais la réalisation est très, très réussie. La musique, les menus, les voix, tout ça est très, très crédible. C'est très drôle. Et le jeu se déroule, en fait, sur 21 scénarios différents. Et quand on commence un scénario, ben, en fait, c'est que le réalisateur est en train de nous filmer. Et là, il faut tourner la scène. Et naturellement, plus on performe bien dans la scène, plus on a des points qui nous permettent d'ouvrir d'autres scénarios et de continuer le tournage du film. C'est tout en français aussi? Oui, si on met la Xbox en français, le jeu est tout à fait au complet en français, puis c'est vraiment très, très réussi. C'est très drôle. Il y a des éléments de combat, des éléments de plateforme aussi dans le jeu, Jack? Oui, ça j'ai trouvé ça le fun. Entre autres, il y a certains niveaux où, par exemple, on se bagarre et tout ça. Et là, c'est comme si on avait une caméra qui se promène, pas comme si, la caméra se promène de côté. Exemple, on peut être sur une pirogue. Et si on arrive au bout de l'écran, on va comme être éjecté du décor, donc on va perdre une vie. Alors, ça fait un petit peu penser au jeu de l'ancienne école, comme tu avais parlé tout à l'heure de Contra, à l'époque, qui fait ça. Puis ce qui est le fun, c'est que pendant qu'on se bagarre, ça se passe sur plusieurs niveaux. Alors, il faut penser de sauter, parce que si on saute pas, on va être éjecté du décor à cause que l'écran se déplace ailleurs. Il faut continuer de se battre pendant ce temps-là. Alors, c'est très, très amusant. Sur l'avertissement, c'est peut-être faites attention à vos pouces, parce que ce jeu-là, après une demi-heure, on n'est plus capable. Là. Oui, à vos pouces. Et puis, l'eau va vous couler dans le dos aussi, parce que c'est très prenant. Surtout quand on joue à plusieurs, l'animation est super réussie. Les graphiques, dans le genre qu'ils ont voulu donner, c'est assez grossier, mais je veux dire, quand je dis grossier, c'est que bon, les bonhommes sont assez simples, mais leur animation, c'est top qualité. C'est très, très bien fait. Et là, l'autre jeu de combat s'appelle Tao Feng Fist of the Lotus, qui est fait par une personne illustre dans le domaine des jeux de combat. Oui, c'est fait par John Tobias, François, que j'ai d'ailleurs rencontré l'année dernière au E3, qui m'avait présenté le jeu là, Behind Closed Door, derrière porte close. À ce moment-là, le jeu m'avait beaucoup impressionné. Le résultat final est très intéressant. Je dirais pas que c'est un jeu qui est parfait. Il y a quelques petits défauts, mais dans l'ensemble, les amateurs de jeux de combat doivent se procurer ce jeu-là. Il y a assez de qualité pour plaire aux amateurs du genre, mais comme dans n'importe quel genre, n'importe quel jeu, il faut que tu aimes ça, c'est évident. Ouais, John Tobias avait révolutionné le genre avec la série Mortal Kombat qu'il avait fondée et développée. Oui. Là, on arrive avec une série, est-ce que c'est aussi viscéral comme combat? Oui, c'est très, très viscéral. C'est peut-être pas viscéral, mais je dirais que c'est dans le sens qu'on peut pas éventrer nos ennemis, mais on peut leur casser des bras, des jambes, ce qui est quand même pas si mal, François, tu en conviens. Parce qu'il y a un système là, qui s'appelle le limb damage. Là, vraiment, là, chaque côte quasiment peut être détruite là, dans un en fait, c'est plus les membres. Alors, c'est les bras, les jambes. Puis de la façon que ça fonctionne, c'est que par exemple, si on casse le bras d'un ennemi, de la personne qui se bat contre nous, à ce moment-là, il ne pourra pas se servir de son bras. Alors, il va juste se battre avec un point. Alors, il est vraiment très désavantagé. Et si on lui casse une jambe, là, c'est sûr qu'à sauter sur une jambe, c'est que sa vitesse va être diminuée de 50%, puis sa puissance de frappe aussi, là, sa force de frappe. Et là, heureusement, on peut récupérer au fur et à mesure d'un combat, puisqu'on a le chi, une énergie intérieure. Comment ça fonctionne, tout ça? Oui, c'est que quand on donne un coup qui est très, très bien placé, notre chi, c'est comme ça qu'il y a deux, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ça augmente. Et si on se défend bien contre une attaque assez violente, notre chi augmente également. Et le chi, on peut s'en servir de deux façons. On peut s'en servir pour réparer le dommage qui a été fait, justement, soit à nos jambes ou à nos bras, ou on peut s'en servir pour lancer une attaque qui est absolument dévastatrice.
Seul point négatif important de jeu, ce serait vraiment les angles de caméra. Oui, les angles de caméra, François, sont bien choisis. Le problème, c'est pas que la caméra n'est pas bien placée, c'est que parfois, elle va changer d'une façon où on s'y attend le moins, puis on va juste bouger d'un pouce, 1 centimètre des fois, puis là, oups, la caméra change, elle revient, elle change, elle revient. Alors des fois, ça peut être un petit peu tannant. Jack, merci beaucoup. Merci François. Cette portion d'émission vous est présentée grâce à la collaboration de Dream City, le centre multimédia. Salle de jeu en réseau, simulateur de course, Internet haute vitesse, le tout dans une ambiance du tonnerre. Maintenant, 2 centres pour faire éclater vos sens à Sainte-Foy et à Beauport. Dream City, mon monde. Une information me vient à l'instant. Si la tendance se maintient, la compagnie Electronic Arts va encore une fois faire des profits records en 2003 grâce à la série The Sims qui est là sur le marché depuis de nombreuses années. Et pourquoi? Eh bien parce que maintenant la série The Sims est disponible sur toutes les consoles et est pratiquement numéro 1 sur les palmarès de vente. On va parler avec Pascal Simonet de cette série ainsi que d'autres jeux de simulation. Bonjour Pascal. Bonjour François. Bon, The Sims est arrivé sur Xbox, GameCube, PlayStation 2 et il y a quand même quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent si on a déjà connu The Sims sur PC parce qu'il y a quelque chose de plus dans ces versions console. Oui, on a vu l'arrivée qui est vraiment intéressante, c'est le mode scénario. Je pense que c'est un grand manque qu'il y avait sur le jeu de Sims. On arrive en fait avec un scénario, donc on peut faire évoluer un peu notre personnage. C'est le fun parce que vous allez rentrer dans votre maison la première fois, vous avez votre grand-mère qui va vous donner quelques petits conseils, qu'est-ce que vous devriez faire dans la maison, et on vous donne une liste d'objectifs à remplir. Donc, on va vous dire en premier, réparer la télévision. Vous devez donc apprendre à comment fonctionne une télévision, comment la réparer. On fait monter nos niveaux. Et après ça, on va pouvoir évoluer. Et après ça, peut-être en colocation et de plus en plus acquérir des nouvelles possibilités. Des compétences comme on avait dans la version PC. Mais là, c'est peut-être un petit peu moins ennuyeux parce qu'on a un objectif continuel, là. Ouais, c'est ça. Au moins, pour cette fois-là, on a quelque chose à se mettre sous la dent continuellement là-dessus. Donc, contrairement auparavant, où on faisait toujours des tâches répétitives, c'est-à-dire de faire évoluer notre maison, pour cette fois-là, au moins, on a quelque chose à faire. Donc, on sait où on s'en va et on a toujours un objectif à atteindre. Mais pour les puristes du jeu de Sims, on a 2 modes de jeu. On a ce mode-là et le mode de Sims traditionnel avec les mêmes options. Exactement. Puis ce mode-là était vraiment bien fait pareil. La translation qui a passé du PC à la console est vraiment bien faite. Les contrôles sont excellents sur la Xbox. Donc, on arrive à quelque chose qui est simple. Le placement des éléments est très bien. Peut-être un petit mot sur les murs qui sont un peu plus compliqués à placer, donc vous allez gosser un petit peu plus pour arriver à faire rentrer ça dans votre maison. Mais le reste, c'est tout là au complet. Par contre, il n'y a pas de nouveaux items, c'est très standard, c'est du The Sims normal, à part d'être en 3 dimensions. Oui, parlons-en de cette fameuse nouvelle perspective, parce que The Sims sur PC, c'était une perspective isométrique, on pouvait absolument rien changer, là c'est un petit peu différent. Oui, on est carrément qu'une 3D en temps réel, puis ça c'est intéressant. On peut zoomer sur nos personnages, on peut faire bouger la caméra, et on a beaucoup plus l'impression d'être dans le jeu lui-même. C'est moins statique comme interface. Et on doit le dire, bon, la série The Sims a une caractéristique assez propre, c'est qu'elle plaît beaucoup à la gente féminine, donc... Chez vous, tu as eu un problème maintenant? Oui, eh bien, ma sœur est restée prise sur la console et je dois dire que grâce à ça, on peut dire, tenez-le loin si vous voulez pas attirer vos amis proches ou sinon, si vous voulez justement les attirer, ça peut être un jeu intéressant. Oui, parce que ça plaît, je pense que plus de la moitié des joueurs de Sims, et là, on parle de millions de personnes, ce sont des femmes. Donc, ça fait plaisir, là. Ça permet de partager des jeux ensemble. Si on veut regarder un autre genre de simulation, il y a Jurassic Park Operation Genesis qui est paru sur Xbox, PlayStation 2 et PC. Ça, c'est peut-être, on pourrait dire, le premier jeu qui utilise la fameuse franchise Jurassic Park et qui est pas complètement nul. Oui, ben on avait vu d'autres jeux auparavant qui utilisaient la franchise qui était assez ratée. On parle par exemple de Trespacer. Là, on arrive avec un jeu qui est une simulation où on essaie de construire notre parc. C'est vraiment bien fait de ce côté-là. Je pense que l'idée est originale en tant que telle. Par rapport à auparavant, le principe va bien avec le jeu lui-même. Donc déjà là, c'est un bon point. Le jeu est très semblable, par exemple, à Theme Park. Je pense que pour les gens qui ont joué auparavant à l'épisode de Theme Park, c'est vraiment presque pareil. Oui, parce que là, on doit d'abord faire un petit peu de recherche pour trouver des ossements, des dinosaures, tout ça. On doit financer des recherches de nos paléontologues qui vont rechercher des ossements. Et avec ça, ils vont arriver à nous trouver des nouveaux dinosaures. On va pouvoir extraire l'ADN et faire de nouvelles découvertes. Puis plus on a de nouveaux dinosaures, plus on attire les touristes. Évidemment, moi je me dis, comme dans le film, il doit arriver à un moment donné des catastrophes prévisibles. Bon, un dinosaure s'évade. Est-ce que ça rend le jeu amusant? Oui, et j'ai essayé justement cette possibilité-là. J'ai ouvert la clôture d'un enclos de tyrannosaures et ils sont tous sortis. Ils se sont mis à manger mes touristes, donc il faut déclarer l'état d'urgence. On a un hélicoptère d'Engen, la compagnie du jeu, qui arrive et qui essaie d'évacuer tous nos clients. C'est vraiment bien réalisé, sauf que l'intelligence artificielle est assez moyenne, on peut dire, de ce côté-là. OK. Peut-être une chose importante à dire là-dessus, là, si on veut jouer avec la version PC,
Il y a des petits problèmes là, avec les cartes d'ATI, entre autres, donc peut-être télécharger un démo avant pour vérifier. Très conseillé. Moi, j'ai eu un gros problème avec ma carte Radeon. Tous les éléments du jeu étaient en blanc, donc je voyais absolument rien. On avait des têtes de dinosaures qui se répétaient sur les textures. C'est vraiment manqué de ce côté-là, mais par exemple, en arrivant sur une GeForce, aucun problème, le jeu était excellent. Et il n'y avait pas de rustine au moment de faire cette chronique, donc peut-être qu'il y en aura une éventuellement, mais pas beaucoup de support du côté de la compagnie Universal Interactive. Et là, on va terminer avec un coup de cœur dans le domaine des simulations pour toi. Ça s'appelle Restaurant Empire. C'est un petit jeu qui vient de la compagnie Unlight Interactive. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Trevor Chan est à sa tête et a fait des jeux comme Seven Kingdoms, Capitalism. Donc, c'est quelqu'un qui est assez bien investi dans les jeux de simulation. Et toi, ça t'a plu? Ça m'a beaucoup plu, ce jeu-là. C'est vraiment intéressant. C'est un bon take-in. Comparé aux jeux qu'on avait auparavant, on arrive avec une perspective 3D. C'est vraiment bien. En plus, on a beaucoup d'éléments qui ont été rajoutés par rapport au jeu qu'on pourrait avoir original de construire notre restaurant. La construction elle-même, c'est très semblable à The Sims, même si on veut faire un petit lien par auparavant. Vous allez placer vos éléments, construire votre restaurant. Vous avez deux modes dans le jeu, soit un mode scénario encore une fois ou un mode libre. Dans le mode scénario, c'est votre oncle Armand qui va vous confier un ancien restaurant pour que vous puissiez le faire fructifier et le faire évoluer. Dans le jeu lui-même, vous allez rencontrer d'autres personnages qui vont venir visiter votre restaurant. Ils vont vous proposer souvent quelques recettes nouvelles. Plus vous allez trouver de nouvelles recettes ou des meilleurs ingrédients, plus les clients vont être attirés, vous pouvez charger les meilleurs prix, faire évoluer votre restaurant. Parce qu'il faut faire les menus et tout, là. Oui, tout à fait. Il faut vraiment faire monter ce côté-là. Alors, on a nos recettes à élaborer, à faire monter la qualité de nos ingrédients. On peut pas élaborer eux-mêmes les ingrédients chacun séparément, mais on peut faire monter la qualité puis trouver les meilleurs fournisseurs tout le temps. Et nos chefs, faut les entraîner aussi. Oui, c'est un élément qui est presque RPG de ce côté-là. Alors, les chefs, faut leur faire pratiquer dans l'arène des chefs qui suivent dans chacune des trois villes. Les trois villes qu'on a là-bas, c'est Rome, Paris, Los Angeles. Alors, ils vont les pratiquer dans l'arène, on les fait combattre ensemble, si on peut dire de cette manière-là. Et c'est vraiment un combat où on participe, parce que la compagnie n'a pas voulu nous laisser seulement regarder les chefs combattre et rien faire. Alors, vous avez des petits jeux d'habilité qui vous disent, supposons, de miser sur une cible le plus vite possible, ou supposons réussir à classer des carrés en ordre alphabétique le plus vite possible, et ça fait les meilleures recettes. Et vos chefs, s'ils gagnent la recette, vont gagner en plus une nouvelle recette que vous allez pouvoir mettre dans votre restaurant. Donc, parmi tous les millions de jeux de Tycoon qui existent sur le marché, c'en est peut-être un à découvrir, ça. Oui, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Pascal. Ça fait plaisir, François. Nous vous invitons maintenant à visiter le site web de micro.info où vous trouverez toutes nos émissions en format Real Video, des liens et des compléments concernant celles-ci, des articles de fond, un forum de discussion et un service d'annonce classé. Le site web de Micro-Info est hébergé grâce à la collaboration de Cybercat, une équipe d'ingénieurs œuvrant depuis plus de 5 ans dans le développement d'applications web et Palm OS pour les entreprises, et de Linux Québec Technologies, une firme avant-gardiste qui œuvre dans le domaine de la réseautique. Voilà, c'est déjà tout pour Micro.info. J'espère que l'émission vous a plu. Prochainement paraîtra le film X-Men 2, mais aussi le jeu vidéo X-Men Wolverine's Revenge sur PC et console, dont on regarde des images à l'instant. Au revoir. Les éléments de décor ont été gracieusement fournis par Flymeuble et les équipements informatiques par Info Unique. Regardez Canal Vox, branché sur votre monde. Un beau de souris, les filles. C'est pas mal. Oh. Bonne fête, Noémie.
Salut, je suis Samuel. J'aime la pizza, pas de piment. Je porte tout le temps un t-shirt puis des jeans. Je dessine partout, dans mes cahiers, sur mes cartables. Je me suis même inscrit à des cours. Plus tard, ce qui serait vraiment cool, ce serait d'avoir mes dessins sur ma collection de t-shirts. Je suis heureux de vous rencontrer et surtout d'être votre fils depuis 16 ans. Parlez-leur. Intéressez-vous à leurs rêves, leurs projets. Aidez-les à les réaliser. Dire que j'ai bercé ta grande sœur comme ça des nuits de temps, puis aujourd'hui on se parle à peine. Des fois j'ai envie de la prendre dans mes bras comme quand elle était petite, puis que je lui chantais « Bateau sur l'eau, la rivière, la rivière, bateau sur l'eau, la rivière est pleine d'eau. » Vous regardez Canal Vox, branché sur votre monde.